Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live LinkedIn avec TDU et Collective. On est bien live, donc je vais pouvoir fermer ma fenêtre LinkedIn. Bonjour Nicolas, bonjour Jean, merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est avec Jean de Collective, donc le job board pour les freelances, et Nicolas côté TDU. Donc nous, on connecte les freelances à leur mission. Donc merci beaucoup d'être ici. Le but, c'est de parler des tendances, de voir un peu ce qu'on observe au niveau du marché, sachant qu'on est quand même bien dans l'année, bien installé, c'est le printemps. Donc peut-être que je vais vous commencer par vous demander de vous présenter chacun. Si tu veux commencer, Jean. Merci beaucoup, Leïla, pour l'introduction et pour l'invitation, évidemment. Je suis très honoré. Donc, de mon côté, Jean, sans surprise, je suis le cofondateur de Collective, qui est une startup qu'on a cofondée il y a 4 ans. Ce qu'on ambitionne d'être, c'est un petit peu le LinkedIn du freelance. On veut créer le premier réseau professionnel dédié aux indépendants, aux travailleurs indépendants, en permettant d'un côté à des freelances de se rendre visibles comme des freelances, de développer leur réseau et de se professionnaliser via des outils, un job board, des outils de facturation, des insights, des analytics. Et de l'autre côté, on permet à des recruteurs, un peu plus de 4200 à ce jour, de sourcer sans commission sur Collective. Voilà, et sans ça, je suis toulonnais, maintenant parisien, j'ai 31 ans et je suis papa de 2 enfants. Eh bien, merci Jean. Bonjour à tous déjà. Merci de nous consacrer un peu de temps sur votre pause déj ou avant. Voilà, c'est déjà notre deuxième live LinkedIn avec Jean. On avait fait le Freelance Day l'année dernière. C'était très bien passé, donc j'espère que vous passerez un moment riche et agréable avec nous. Donc voilà, là où Jean a cofondé Collective, moi j'ai cofondé une Trade Union et ça va être une discussion intéressante dans la mesure où Jean il discute au quotidien avec plein de recruteurs dans le cadre de son métier et moi avec plein de freelances. Et donc, on va essayer et on va avoir une discussion sur les tendances un petit peu dans le freelancing depuis quelques mois, depuis 2025. Et on va vous partager notre retour d'expérience là-dessus. Merci à tous les deux pour cette intro. On vous laisse le groupe Mission, donc vous l'avez sur l'écran, vous pouvez scanner. C'est un groupe où nous, on va avoir tous nos tech recruteurs qui sont là et si une mission vous intéresse, vous pouvez du coup nous le signaler. Et si on revient un peu sur le sujet du jour, nous, côté TDU, on avait observé qu'il y avait quand même un pic au niveau des inscriptions de freelance sur notre site web, notamment en fin et début d'année. On entendait un peu partout que le marché s'était tendu. Du coup, je voulais savoir, vous, ce que vous pensiez du marché. Qu'est-ce que ça donne en ce moment depuis janvier 2025? Yes, bah, je vais commencer. Le marché du recrutement et du freelancing spécifiquement, mais du recrutement au global, c'est un marché régi par l'offre et la demande, un peu comme tous les marchés. Et donc, c'est fluctuant. Il y a des périodicités où il va y avoir plus d'offres, plus de demandes. Et c'est vrai que vu le contexte économique l'année dernière, avait fait qu'il y avait plus de freelance en recherche parce que moins de projets IT et les boîtes étaient un peu surtout les grands groupes avec lesquels on travaille sur le frein à main sur certains gros projets. Et donc, forcément, par essence, plus de dispo, donc plus de concurrence. C'est d'ailleurs aussi dans ces moments-là que les boîtes comme nous, les plateformes, les ESN, les cabinets de recrutement doivent, par essence, accompagner les freelances beaucoup plus dans ce format-là de marché pour les aider à se différencier, les aider à se positionner. Et donc, nous, cabinets, on a encore, je dirais, plus une valeur ajoutée dans ce contexte-là que dans un contexte inversé. Donc là, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer nos clients pour raccourcir les process, d'éduquer et d'accompagner plutôt les free pour se positionner et trouver une mission. Donc oui, on a vu une recrudescence des inscriptions. Maintenant, le marché repart un peu. Jean, tu pourras aussi partager ton retour d'expérience un petit peu. Le marché repart un petit peu depuis Q2. Il y a des projets qui sont en recrudescence chez les grands groupes, avec des gros projets qui se lancent malgré le contexte économique. Donc, on note beaucoup de freelances qui trouvent des missions et qui ont démarré des missions là en avril.
Et donc, pas mal de freelances avec lesquels moi je discute qui envisageaient même peut-être un retour au salariat en 2024. Voilà, rebougent, repivotent, réactivent leur visibilité. Et donc, moi, je suis très confiant et ça repart bien. Et c'est le message qu'on a tous les jours des freelances avec lesquels on travaille, quoi. Complètement. Merci, merci Nicolas. Moi, mon regard sur le marché, alors à moyen long terme, je suis évidemment hyper confiant. Enfin, je suis un ayatollah du freelancing. Je suis persuadé que c'est le sens de l'histoire et encore plus à l'heure de l'IA. Autant l'IA, pour moi, elle va potentiellement beaucoup remplacer du travail bas niveau, de l'humain sur des postes avec peu de valeur, mais elle va vachement renforcer pour moi et légitimer l'expertise qu'ont les freelances chez leurs clients. Elle va rendre ça beaucoup plus logique pour moi de demain de faire appel à des expertises ponctuelles. Donc moi, j'y crois énormément. Je trouve qu'on est en train de passer d'un monde où les entreprises sont des big teams, small communities, donc grosses équipes internes avec des communautés d'experts, à un monde où les entreprises seront peut-être un peu plus resserrées sur le staff interne, donc small team, mais utiliseront beaucoup plus les expertises qu'ont les freelances. Donc ça, c'est mon regard sur le marché. C'est aussi évidemment la raison pour laquelle j'ai créé Collective, parce que je crois énormément dans l'impact que peuvent avoir les freelances sur le marché. C'était vrai il y a 5 ans et c'est toujours vrai aujourd'hui. À court terme, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est un petit peu tourmenté depuis au moins 6 bons mois. C'est un marché sur lequel effectivement il y a des petits réajustements entre l'offre et la demande qui font qu'il y a potentiellement beaucoup plus de freelance disponibles pour un niveau de demande qui est équivalent, voire un peu inférieur à court terme. Donc ça nécessite d'être malin dans l'approche, ça nécessite de se positionner sur les bons sujets, ça nécessite de se différencier. Pour moi, j'ai pas mal de conseils à donner sur les bonnes postures à avoir dans ces temps un peu durs. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a déjà ça repart, c'est assez net, hein. En décembre, il y avait à peu près une trentaine, entre 30 et 50 missions qui étaient publiées sur Collective par semaine. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 300 par semaine. On voit qu'il y a beaucoup plus de sollicitations du réseau Collective. On embarque beaucoup plus de recruteurs qui font appel à des freelances. Donc, il y a une embellie. Il y a une embellie qui est évidente. Il faut que ça se confirme. Il faut que ça dure et on va œuvrer pour. Mais donc ça, c'est mon premier point. Je suis assez optimiste sur la tendance et le fait que ça puisse repartir. 2, il y a très clairement des disparités entre les secteurs d'activité, entre les métiers. Par exemple, toutes les entreprises du retail sont globalement un peu plus au point mort. Dans l'assurance, il y a de la demande. Dans la banque, il y a de la demande. Dans les entreprises de la tech, il y a à nouveau un peu plus de demande parce qu'il y a eu des levées de fonds assez récentes. On a vu par exemple Penny Lane, Tomorrow assez récemment qui ont levé pas mal d'argent. Donc ça réinjecte de l'argent dans le circuit. C'est de la nouvelle demande, etc. Et sur les corps de métier, l'IT traditionnel, bon, il y a une tourmente, il y a un petit ralentissement, même si ça reprend doucement. Il y a des sujets qui ont clairement le vent en poupe. Je pense par exemple à la cyber. Bon, j'invente rien, hein, mais j'enfonce peut-être un peu une porte ouverte. Il y a la cybersécurité, il y a tous les sujets autour de la data. Il y a aussi tout ce qui a trait à la finance, tout ce qui est un petit peu périphérique à l'IT, la finance, la logistique, certains ERP aussi en ce moment sur lesquels il y a pas mal de demandes. Je vois beaucoup de choses sur Oracle, SAP. Donc il y a des disparités à savoir apprécier et lire. Je pense qu'il faut vraiment anticiper un petit peu le marché, bien lire la demande des clients et savoir se positionner sur les bons mots-clés de manière quasiment en temps réel, quoi. Complètement. Et pour rajouter, tu parlais de levée de fonds, etc. C'est hyper intéressant. Et nous, on remarque que là où il y a quelques années, les scale-up étaient un peu réticentes à onboarder des freelances pour des raisons de culture d'entreprise, etc., d'internalisation de la connaissance. Il y a une tendance actuellement, même chez les scale-up, à essayer de staffer intelligemment sans alourdir la masse salariale. Et donc, les startups là, qui sont en train de lever, etc., nous sollicitent, nous, Trade Union et d'autres acteurs comme nous, pour chercher des frises, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, ça, c'est aussi un super signal de possible retournement du marché. Complètement, ouais.
Et je partage aussi ce que tu dis sur les projets ERP, etc. En fait, il y a des projets, des gros projets, tu disais Oracle, mais SAP, etc., des gros projets ERP qui avaient été mis en stand-by, en hold par les grands groupes l'année dernière pour des raisons économiques, qui là se débloquent. Et donc par ruissellement, ça fait des opportunités pour les freelances. Donc ça, c'est top. Sur les jobs aussi, tu citais la stat des jobs sur Collective. Nous, Trade Union, sur le premier trimestre, on a proposé 75 missions à nos freelances. Et rien que sur le mois d'avril, on est déjà à 60 proposés. Donc, quand on parle de rebond, on a des stats à l'appui et c'est vraiment flagrant. Donc, optimiste comme Jean là-dessus. Et je termine effectivement, je vois qu'il y a une question sur les ajustements de TJM, donc bonne question. On a fait une étude, nous, l'année dernière, en 2024, auprès de notre communauté de freelance, auprès de plus de 100 free. Effectivement, on note, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que, encore une fois, ça dépend des typologies de métiers, ça dépend de l'expérience. On note une baisse d'environ 5% en 2024 des TJM. Encore une fois, ça n'a pas ou peu de valeur cette statistique, puisque ça dépend beaucoup d'éléments. Mais ce qui est sûr, c'est que qui dit plus de concurrence, dit les boîtes essayent d'en profiter pour faire baisser les TJM. Et c'est là où nous, acteurs du freelancing, on a une réelle, on a vraiment, on va dire, on se doit d'accompagner aussi les free et d'éduquer, rétablir un petit peu le rapport de force et accompagner nos free aussi dans ce positionnement de TJM. Merci. Très précieux sur le marché. Et alors maintenant, on va aussi passer à vos deux solutions, donc à ce que vous proposez. Je vais commencer par toi, Nicolas. Si tu détaillais un peu l'activité de TDU, comment concrètement est-ce qu'un freelance peut trouver une mission via nous? Ok, donc TDU, on est une plateforme classique d'accompagnement de freelance. Donc, il y a deux canaux. Un premier canal qui est de postuler directement sur notre site et d'être appelé par un tech recruteur pour intégrer notre plateforme. Le deuxième, c'est qu'on est aussi des chasseurs, entre guillemets, même si ce terme est un peu caduc. Et on est client d'ailleurs de Collective. On va faire des recherches pour augmenter notre base de données, on va dire. Et donc moi, ce que je recommande, en tout cas, aux freelances qui nous écoutent et qui cherchent des missions en ce moment, c'est d'aller se positionner sur ce type de plateforme pour être visible. Un profil LinkedIn n'est pas forcément visible. Les cabinets de recrutement, il y en a plein. Donc, il faut centraliser, il faut être sur Collective, notamment, pour augmenter ses chances de trouver une mission. Il faut postuler, il faut recontacter les recruteurs avec lesquels on est en contact depuis quelques années. Il faut se faire une petite database des bons recruteurs avec lesquels vous avez échangé. J'espère être dedans. Et donc, voilà. Et après, notre deuxième métier, j'ai envie de dire, et j'en parlais tout à l'heure, c'est d'accompagner, une fois qu'on a pris contact avec un bon profil, un freelance qui peut intéresser nos clients grands groupes, c'est de préparer, accompagner, positionner, ajuster le CV, ajuster le positionnement, préparer un éventuel entretien et puis suivre la mission. On ne s'arrête pas du tout à la simple recherche et qualification de profil freelance, et on a une vraie responsabilité d'accompagner et de conseil. Merci. Si on passe à Collective, Jean, comment est-ce qu'on pourrait valoriser ton profil sur ton job board, le profil sur ton job board? Tu nous as déjà un peu donné le nombre de missions que tu avais en ce moment, mais peut-être si tu avais aussi des tendances au niveau des types de profils et les retombées depuis que vous avez opéré ce changement de business. Ouais, je note tes questions parce qu'il y a pas mal de points. Donc, peut-être avant ça, les 3 grands conseils que je donne moi en ce moment. Alors, c'est 3 mots-clés, donc je pense que ça va bien se mémoriser. 1, spécialisation. 2, anticipation. Et 3, diversification des actions. Sur l'aspect anticipation, moi, je suis assez adepte de la théorie de qu'on appelle accelerated change, où les changements, les ruptures technologiques, elles arrivent de plus en plus vite et elles s'annulent ou se remplacent de plus en plus rapidement. On a vu, Uber s'est imposé comme le leader mondial de la mobilité en 5 ans. ChatGPT s'est imposé en moins de 6 mois comme le leader de l'intelligence artificielle générative. Les changements arrivent très rapidement et s'annulent très rapidement. Il faut anticiper autant que possible
les besoins du marché. Et pour ça, rien de tel que de se documenter, faire de la veille, rester un petit peu tout le temps à l'écoute de votre prochaine mission, même si vous êtes déjà en mission chez le client, networker autant que possible. Donc, alors, il ne faut pas passer 4 heures par jour à parler à des gens, mais prendre l'habitude de parler à des recruteurs, de parler à des donneurs d'ordre, de parler à des leaders d'opinion, de suivre des personnes sur LinkedIn qui partagent un petit peu des baromètres, des tendances. Pour moi, c'est essentiel. Donc ça, c'est sur l'anticipation. Ça va assez de pair, mais sur la spécialisation, il faut aller chercher de l'expertise. Il faut se différencier par l'expertise, se positionner sur des sujets clés, très spécifiques chez les clients. Il ne faut plus être maintenant développeur Java ou product manager. Il faut être product manager pour les entreprises de la fintech qui ont des besoins de ce type-là, qui ont développé ce truc-là avec des use cases, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu pour moi d'expertise et de spécialisation. Et alors, la diversification, on aime ou on n'aime pas, mais c'est intéressant. Alors, diversification, il y a 2 volets. Il y a la diversification de vos offres. On est passé d'un monde où les freelances gagnaient l'essentiel de leurs revenus sur des missions en régie à long terme chez le client. De plus en plus, on voit des indépendants qui, en plus de ça, peuvent monétiser un peu d'apport d'affaires, des offres au forfait sur le côté, quelques calls experts chez le client, des diagnostics chez leurs clients, du contenu, ce genre de choses. Et il faut autant que possible se forcer à le faire, selon moi. Donc ça, c'est un petit peu les 3 grands conseils. Ravi d'élaborer un peu plus s'il y a des questions là-dessus. Pour réussir sur Collective. Alors, Collective, pour vous donner un peu les grands chiffres, donc c'est une méga search qu'utilisent aujourd'hui un peu plus de 4200 recruteurs tech pour sourcer des freelances pour leurs clients. Avec donc 2 grands volets. Un volet de job board où vous avez accès à des missions déposées sur la plateforme, un peu moins de 300 par semaine. Je pourrais donner un découpage un peu plus précis. Et une méga search qui vous permet d'être contacté, je dirais, en privé de manière un peu plus exclusive sur un modèle un peu de chasse dont parlait Nicolas. À l'heure où les recruteurs utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, ce qu'il faut réussir à optimiser sur Collective, mais par ailleurs, c'est vraiment la sémantique de son profil. Je ne vais pas vous demander de mettre absolument tous les mots-clés, de redonder absolument tous les mots-clés dans votre profil, mais c'est malin d'avoir un titre, un job title dans lequel il y a pas mal de mots-clés, de bien détailler vos 3 dernières expériences avec des mots-clés qui importent aussi pour les recruteurs, d'essayer d'alimenter autant que possible votre profil là-dessus, parce que à minima sur Collective, et je suppose que c'est un petit peu pareil sur d'autres plateformes, ce qui fait ressortir un profil au détriment d'un autre, c'est vraiment l'aspect sémantique en premier lieu. Et donc ça, je pense que c'est un élément à avoir en tête, au moins sur la partie recherche, méga search. Sur la partie réponse aux annonces, alors savoir se positionner sur les bonnes annonces au bon moment, savoir éventuellement demander un petit coup de main dans son réseau pour être un petit peu plus propulsé, pour être un peu soutenu, c'est aussi des dispositions qui me semblent intéressantes quand il y a un peu plus de concurrence sur les annonces. Et par rapport à ça, tu parlais de sémantique, etc. Il y a un truc tout bête à faire, mais quand on voit une annonce intéressante, il est assez facile avec ChatGPT ou autre agent IA d'essayer de percevoir la matchabilité entre son CV et l'appel d'offres et définir un petit peu sur quelle mission appuyer ou peut-être comment reformuler certaines expériences pour augmenter cette matchabilité. Et donc ça, franchement, il y a des possibilités qui sont assez faciles d'accès pour pouvoir augmenter son taux de transfo, on va dire, sur les missions. Et après, je partage tout à fait tes 3 conseils, Jean. L'apport d'affaires, aujourd'hui, nous, on le propose et c'est vrai que beaucoup de freelances se voient maintenant comme des entrepreneurs et vont rechercher ça justement dans le freelancing, de la liberté aussi financière. Ça permet de s'assurer de ne pas mettre 100% de ses économies, on va dire, dans un seul et même taf, avec un seul et même donneur d'ordre. Et les freelances qui arrivent à
à percer, on va dire, là-dedans, peuvent anticiper mieux les périodes aussi d'intercontrat, on va dire. Donc nous, on le recommande et c'est vraiment en plus du win-win parce que les sociétés comme Trade Union sont évidemment friandes d'apport d'affaires puisque ça ouvre des nouvelles opportunités. Donc, n'hésitez pas à en parler avec vos commerciaux, à en parler avec Trade Union aussi. Et c'est hyper… voilà, je pense que ça va être une des grandes modifications du freelancing, ce côté de diversification dans les prochaines années. On voit aussi, nous, on a des freelances qui prennent 2 missions. Alors, c'est contractualisé, hein, pas en sous-marin, mais qui prennent 2 missions, qui ont plusieurs clients en parallèle pour pouvoir éviter aussi d'être dépendant d'un seul acteur économique. Oui, complètement. Et pour rejoindre un petit peu cette notion d'anticipation, je pense que c'est intelligent de cibler aussi les bons donneurs d'ordre, les bons sujets, les bonnes expertises en demande sur le marché. Mais oui. Parce que la réalité n'est pas uniforme selon les secteurs d'activité, les géographies. Et donc, il faut savoir aussi se réadapter très rapidement. Et puis sur le côté réseau dont tu parlais au début, moi j'échange avec plein de free, même qui ne sont pas en recherche, qui me sollicitent. Je réponds à tout le monde. C'est hyper riche pour les acteurs comme nous d'échanger avec des gens. On ne refuse jamais. Enfin, en tout cas, je serais bien curieux de savoir qui pourra refuser des échanges. Et c'est vrai que pour les freelances, à un moment donné, quand vous allez rechercher, vous aurez déjà un réseau, vous aurez de la data, vous aurez pu affiner votre positionnement. Tout ça, ça s'anticipe. Donc, discuter avec tout type d'acteurs dans le freelancing, ça peut que vous permettre de vous développer en tant qu'entreprise, en fait, en tant qu'entrepreneur. Complètement. Je vois qu'il y a une question qui est venue par rapport à l'apport d'affaires via TDU. Si tu as envie de la prendre, Nico, avant qu'on continue. Ouais. Nous, TDU, on rémunère les apports d'affaires, que ce soit une affaire donc commerciale côté client ou que ce soit un apport de profil sur 2 modes de tarification différentes. Quand ça concerne l'apport d'affaires chez un client, on rémunère sur le TJM un pourcentage du TJM du consultant qui sera finalement placé. Et Lionel, n'hésite pas à m'écrire en parallèle, je t'enverrai. On a créé un petit doc, un petit notion là-dessus pour que ce soit très clair. Et je t'enverrai ça avec plaisir. Je réponds juste à une autre question. Je vois aussi que quelqu'un dit, alors je ne vois pas le nom, que dans son métier, il y a moins 40%. Donc, j'invite cette personne à me contacter parce que je suis assez curieux de cet élément chiffré. Et donc, je serais ravi de creuser. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça, là, moins 40%. Donc, avec plaisir pour creuser ça et y répondre en side, quoi. Trop bien, merci beaucoup. Il nous reste à peu près 7 minutes. Je vous propose de prendre quelques questions au niveau des tendances. Je fais le maître du temps, on pourra un peu dépasser si vous êtes dispo. Et donc, si on a déjà commencé à parler un peu d'IA, on allait forcément en parler aujourd'hui. Je voulais savoir déjà si vous avez observé en fait des offres qui viennent de plus en plus, des demandes qui viennent de la part de DSI notamment ou de scale-up sur des profils un peu plus IA. Et est-ce que ça change pour vous en fait la façon de travailler, notamment des développeurs? Moi, je peux amener des éléments de réponse là-dessus. L'IA, il y a un peu deux grands sujets. Il y a comment s'emparer de l'IA en tant que freelance pour mieux vendre, et il y a ensuite comment intégrer ça en tant qu'expertise pour avoir une offre qui est différenciée et qui colle au marché. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes, de mon point de vue, de demandes clients qui ont trait à l'IA. Ça va être des product managers avec une appétence IA, ça va être des développeurs qui maîtrisent tel ou tel LLM, qui ont travaillé sur telle ou telle intelligence générative. Ça va être des chefs de projet avec une casquette IA. Ça va être des profils data qui sont passionnés par l'IA. Il y a beaucoup plus de coloration IA dans tous les besoins, dans une grande partie des besoins du marché. Et donc, moi, ça me semble être intéressant de s'y intéresser, d'essayer d'incorporer un petit peu ça à son profil et à sa palette d'expertise. Et ensuite, prospecter à l'ère de l'IA. Alors ça, c'est un vaste sujet. On peut en parler, on pourra en parler des jours et des nuits. Moi, à titre perso, j'utilise l'IA pour développer mon business. J'ai un CRM qui intègre l'IA. J'utilise l'IA pour générer du contenu, pour la partie marketing aussi. J'utilise de l'IA un petit peu tout le temps.
Mais je pense que c'est un peu une autre question. Ouais. C'est quoi ton CRM, Jean, pour ma gouverne? Alors, j'utilise un Pipedrive parce que ouais. en ce moment, je fais un petit partenariat avec eux. Ok. Et je trouve qu'ils ont fait un virage IA qui est intéressant. Et je trouve qu'il est accessible financièrement, contrairement à des gros CRM du marché. Ça reste une donnée importante. Oui, exactement. Okay. Et Lionel, oui, je vois souvent des missions de PO-PM avec un aspect IA ou pas, d'ailleurs. Je dirais que sur les 300 missions par semaine, ça doit être entre 5 et 10%. Je pourrais partager un chiffre plus précis par message si tu le souhaites. Et Lionel, si tu n'y es pas encore, je ne peux que te recommander de t'inscrire sur Collective ou d'aller faire un tour sur leur job board. Tu trouveras sans doute des missions. Et nous, Trade Union, si on a des choses, je te recontacte juste après le live. Juste pour répondre à ta question aussi sur l'IA, là, moi, je me sens pas très légitime à parler d'IA en profondeur. C'est encore des sujets un peu mouvants. Juste petite anecdote, on a été briefé cette semaine justement par un client startup qui nous a demandé spécifiquement un développeur qui codait en IA et qui utilisait déjà l'IA pour coder parce que c'est une petite startup, c'est une vingtaine de devs. Chez eux, ils étaient déjà là-dessus, quoi. Donc moi, c'est la première fois que j'ai une demande aussi poussée. Donc ça, c'est la petite anecdote. Et après, évidemment, je partage tout ce qu'a dit Jean. On voit de plus en plus de coloration. C'est vraiment le terme coloration. Il n'y a pas encore vraiment beaucoup de besoins, vraiment IA, prompt, ingénieur, etc. Mais il y a une coloration dans tous les besoins, une coloration IA. On nous en parle, on entend. Et donc, j'ai envie de dire que le train est en marche, mais j'apprends rien à personne en disant ça. Et je m'excuse pour cette banalité. Ouais, c'est vrai que ça fait partie du moment, donc on aura plus de réponses aussi dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup pour vos retours. J'avais un peu une petite question. Parce qu'on parle beaucoup de différenciation, on voit que ça revient aussi dans les questions à chaque fois qu'on fait des lives, surtout quand il y a énormément de missions et enfin, il y a des missions et beaucoup trop de freelance peut-être pour les missions. Est-ce qu'il y a des freelances qui ont marqué les clients de par leurs soft skills ou la personnalité? Est-ce que tu aurais des anecdotes, Nicolas? Et Jean aussi, si par exemple tu en as, n'hésite pas. C'est vrai que ça m'intéresse, ça peut aussi être un élément différenciant parfois. Ouais. Des anecdotes sur des freelances qui auraient marqué vraiment un client, c'est ça? Ouais, exact. Okay. Moi, j'ai des éléments de réponse si tu veux. Enfin, je peux commencer par des stats. Donc, quand un recruteur met une mission sur Collective, alors il y a une forte variance, mais on va avoir entre 15 et 25 candidatures. Sur certains besoins, on peut avoir beaucoup plus. Et sur des moutons à 5 pattes, on peut avoir beaucoup moins. J'ai toujours d'ailleurs, et je serais curieux d'avoir du feedback, mais je me suis toujours dit, il faut qu'on rende ça transparent côté freelance. Ça, un freelance, il peut se dire, ah là, cette demande, il y a beaucoup trop de monde, je ne vais pas me positionner. Cette mission, à l'inverse, cette mission-là, il semble y avoir un peu un trou de marché, donc je peux peut-être essayer de me positionner. Donc ça pourrait être un truc intéressant. Un recruteur sur Collective, généralement, quand il y a 15-20 profils sur une mission, il va en shortlister entre 3 et 5. Sur base de critères très objectifs, des critères d'expertise, d'expérience, des critères de géographie, des critères purement de CV. Et ensuite, il va y avoir des critères qui peuvent faire un petit peu la différence et qui sont un peu moins, je dirais, un peu moins objectifs, un peu moins tangibles. Mais c'est typiquement, il y a une photo, le CV est bien présenté, c'est tiens, il y a quelques mots-clés dans la candidature qui sont très bien choisis. Les 3 premières lignes du CV me parlent énormément. Et en fait, c'est des petits détails qui comptent. Un recruteur, son rôle, sa mission, c'est de trouver une mission au freelance. Et donc, les recruteurs sont vraiment alliés des freelances en ce sens, les recruteurs, cabinets, etc. Mais il faut avoir en tête qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps à instruire des besoins clients, à essayer de trier un petit peu les candidatures. Et donc, il faut lui rendre la tâche facile. Il faut vraiment en dire beaucoup avec peu.
Et donc, je trouve qu'il faut bien maîtriser l'art du bon mot-clé, soigner vraiment l'aspect visuel d'une candidature, le CV, le formatage. Et c'est des petits détails qui peuvent faire la différence au long cours. Sur cet aspect, évidemment, les attentes, en fait, parce qu'on va repartir des attentes des clients. Aujourd'hui, les attentes des clients, elles sont pour moi, quand ils vont chercher un freelance, ils cherchent un partenaire plutôt qu'un exécutant. Et donc, ils cherchent des gens qui se positionnent. Moi, mon conseil, Jean a donné ces petits conseils tout à l'heure. Moi, mon conseil que je donne en ce moment, c'est plutôt c'est aussi d'essayer de cultiver sa singularité autant que ses compétences. Ouais. Aux yeux d'un client, maintenant, le freelance, c'est vraiment quelqu'un qui va apporter à son projet, qui va apporter sa vision, qui va avoir de l'impact au-delà de ses compétences brutes. Et donc, ça ne se transpire pas sur un CV. Et c'est pour ça qu'il faut préparer même les premiers calls avec les recruteurs. Le recruteur, j'en citais des stats et je ne les avais pas, donc c'est assez intéressant même pour moi. Mais effectivement, les recruteurs, ils vont parler à plusieurs profils, 20, 25 quand ils postent un job sur Collective, et en shortlist, 4. Mais sur les 20, 25, il y a plus que 4 bons CV, il y a plus que 4 bons profils. Les gens à qui on parle sont tous compétents, en fait. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être la singularité, ça va être la compréhension du besoin, donc bien relire la fiche de poste, bien préparer même son premier échange avec le recruteur, être réactif dès le début. Et en fait, pour vous, freelance qui cherchez votre prochaine mission, vous devez être dans ces 4. Et ça, c'est pas votre CV, malheureusement, qui va faire le taf, c'est vous. Et donc, un peu de préparation, assumez vos différences, assumez votre positionnement, et ça vous différenciera déjà de la plupart des profils qu'on postulait. Oui, complètement. Et complètement d'accord avec toi, Nicolas. Hein. Pour moi, à la fin des fins, ce qui fait qu'on trouve une mission, c'est qu'il y a un fit humain. Et le fit est des deux côtés. Hein. Moi, je gronde beaucoup des recruteurs ou des clients qui ne soignent pas assez leur marque freelancer, qui est un terme que je mets un petit peu en miroir de la marque employeur. C'est hyper important de donner aussi envie aux freelance de monter sur une mission, parce que le fit est complètement dans les deux sens. Et à la fin, c'est une histoire de personnalité, de fit humain. Et ça, c'est un truc à évidemment bien garder en tête. Et ça me fait rire parce qu'effectivement, la plupart des acteurs du freelancing, comme Trade Union, se décrivent en tant que plateforme. Mais en fait, au bout du bout, c'est comme tu disais, un fit humain. Hein. Il y a deux personnes qui se parlent. Et je ne connais pas aujourd'hui d'acteur qui soit réellement une plateforme, qui marche réellement à l'IA, où tout se fait. Donc, au bout du bout, le fit humain et donc la singularité. Merci beaucoup. Je vois que ça parle, ça réagit. On arrive à la fin. Si vous êtes OK, mais c'était très riche. Ce que je peux vous dire à vous qui nous écoutez, on peut se retrouver sur un prochain live le mois prochain, entre tous les ponts. Ça va être sur la dette technique. Et ensuite, nous, on va lancer la 2e édition du Freelance Day le 27 juin. On va bientôt commencer la com autour de cet événement phare de Trade Union. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Jean, merci à Nicolas. On reste dispo. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent quand même. On vous répond après en perso. On va devoir arrêter. Merci beaucoup, Jean. C'était un plaisir une nouvelle fois d'échanger avec toi. Et on se reparle très vite. Et merci à tous de nous avoir suivis, évidemment. Parfait. Merci à toutes et tous. Ouais, ciao. À bientôt. À bientôt.